Não nos apercebemos do que aí estava para vir. O robô Matilda não passa de uma máquina, mas hoje está encarregue de recrutar um ser humano, analisando as suas mais insignificantes emoções. Hello, Stephen. I hope you are well. This interview won't take long. Here we go. You accept rules and regulations without complaint and never deliberately break them. To a large extent, yes. And sales, the law of the jungle prevails. You take fellow salespersons as competitors in a competitive world. No. You welcome criticism and accept your weaknesses. Yes. Success and progress is the ultimate goal. Don't know. You believe there is room for everybody. Yes. Here is the last question. You welcome criticism from your boss. And do not hesitate to give your point of view. Yes. Thanks for your time. Do I get the job? Os robôs aventuraram-se fora das fábricas, para onde, até agora, tinham sido relegados. Com pouca fanfarra, a quarta revolução industrial já começou. Emprega toda a espécie de máquinas que se vão tornando mais eficientes, mais inteligentes e autónomas. Desempenho, produtividade, flexibilidade, em todo o lado é imperativo os trabalhadores adaptarem-se à lógica digital. E apesar de um esforço assíduo para se manterem a par, as pessoas começam a ficar sem fôlego. Ao fim de mais de 20 anos de reformas inúteis e desemprego em massa, o mundo do pleno emprego pertence ao passado, varrido para um canto pela revolução tecnológica atualmente em curso. Que mundo vai emergir no auge desta mutação sem precedentes? Enjoy helping my colleagues and customers be more productive and look forward to working with you. Sem disso nos apercebermos completamente, estatelámo-nos no mundo digital. Pouco a pouco, entraram na nossa vida pequenas máquinas, no trabalho, nos tempos livres, em todo o lado. É claro que são úteis, mas com elas trabalhamos gratuitamente. E participamos nesta economia nova, esquecendo-nos de toda a quantidade de empregos que vão sendo anulados em inúmeros setores de atividade. Dos caminhos de ferro nacionais aos correios, são gerais a ansiedade e as preocupações. Mais de 3.000 estações dos correios estão ameaçadas de extinção e os serviços de bairro arriscam-se a ser coisa do passado. E, no entanto, o futuro parece pertencer às máquinas. Em França, como em todo o lado, os investigadores vão dando vida a robôs com melhor desempenho e mais eficácia. Un robot est une machine dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Alors, ces machines-là, elles peuvent bien sûr faire des mouvements répétitifs, mais elles peuvent aussi s'adapter à l'environnement. Nous travaillons par exemple en relation avec Airbus, qui s'intéresse à avoir une machine qui puisse rentrer dans les opérations d'assemblage des carlingues d'avions. Des choses totalement pratiques qui ne sont pas du tout du domaine de Terminator, mais par exemple un robot capable de percer ou de visser dans un certain nombre de contextes limités, mais qui pourrait être pertinent pour une entreprise. Là, le robot HRP2 a 30 moteurs, nous, on a 600 muscles pour faire un mouvement. L'humain est une extraordinaire machine du point de vue de sa biomécanique. Donc nous, on sait faire. Les robots commencent à savoir faire.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les emplois qui étaient peu qualifiés pour des tâches pénibles et répétitives se transfèrent dans des tâches de, si je reprends simplement le secteur de la robotique, dans des tâches qui vont être de programmation de robots, de maintenance des robots, donc des tâches qui vont être beaucoup plus qualifiées, qui vont être plus près du secteur des services, et vous avez une espèce de vase communicant qui est en train de se créer entre la disparition d'emplois industriels au profit d'emplois de services. Ça en crée dans les entreprises qui font de la robotique, mais généralement les emplois qui sont créés sont des emplois qui sont plus qualifiés que ceux qui sont perdus dans les unités de production. Jérôme Chouin era programador informático, mas resolveu deixar o emprego, cansado de contribuir para o desenvolvimento do que é discretamente conhecido por interface homem-máquina. Petite vie bien rangée pendant pas mal d'années, ouais. À faire du logiciel pour l'industrie, en l'occurrence longtemps pour l'industrie postale, le tri-postal plus exactement. Ce que je trouve pas dommage sur le fond. C'était pas forcément toujours un travail très enrichissant peut-être, de passer des heures debout devant des casiers, à prendre des tas de courriers et puis à les mettre dans des petites cases pour faire du tri. Tâches très répétitives, qui font partie de ce genre de tâches qui sont les premières cibles de l'automatisation en général. Ce qui pour moi est plutôt une bonne chose, mais ça dépend de ce qu'on fait derrière, ça dépend quel est l'objectif. Or, il s'avère qu'effectivement, dans une société telle qu'elle est câblée aujourd'hui, prendre le travail d'humain, c'est pas les libérer, c'est les mettre dans la précarité. Donc moi, je suis pour l'automatisation, mais je suis pour qu'on change le système qui englobe tout ça, parce qu'il me semble que c'est juste pas possible de continuer comme ça, vu que ça va être de plus en plus et de façon très massive. Donc oui à l'automatisation, mais si elle libère, pas si elle met les gens dans le caniveau, quoi. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'automatisation conduit à un énorme paradoxe. À savoir que le modèle qui était le modèle qui s'est formé au XXe siècle, qui est que les producteurs deviennent aussi des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat et qu'à travers leur pouvoir d'achat, ils peuvent donc faire fonctionner le cycle de la consommation, eh bien ça, avec l'automatisation, ça ne marche plus. Parce que d'où vont trouver l'argent les gens qui ne vont plus dans les usines? As economias locais resistem tanto quanto podem, mas vão perdendo terreno diariamente. O centro de cidades e vilas está a desertificar-se para benefício de centros comerciais e grandes superfícies. Porque são mais práticos, porque não são tão caros, tornamo-nos cúmplices de uma lógica que põe em perigo empregos locais. A maioria dos bens que consumimos é fabricada no outro lado e viaja milhares de quilómetros antes de ser posta à venda. Esse capitalismo de fundos de maneio limitados necessita de transportar produtos ao preço mais baixo possível. Nos armazéns, o setor da logística emprega trabalhadores que, sobretudo, mantêm e recondicionam produtos para distribuição em massa. E o processo de desumanização acelera em armazéns de distribuição maciça de tecnologia de ponta. Obrigada a entrar em feroz concorrência para conseguir um maior quinhão do mercado, a crescente automatização parece inevitável. Apesar de aqui ainda trabalharem pessoas, o seu papel resume-se quase exclusivamente à manutenção e vigilância de uma gigantesca sala de máquinas. Nous sommes sur un des outils les plus modernes de France, voire d'Europe. Ce type d'installation correspond vraisemblablement à la manutention du futur, puisque l'homme maintenant ne porte plus, ou quasiment plus, et en fait, maintenant, l'homme conduit la machine qui porte pour lui. Em França, 1 em cada 5 assalariados ainda executa os trabalhos manualmente. Cada vez mais fragilizada, a classe operária tornou-se invisível, apagada pela expansão das fábricas de tecnologia de ponta. A que ponto temos de estar dispostos a adaptar-nos à produtividade crescente? E qual será o futuro dos ainda 6 milhões de empregados em França? L'humain, c'est
c'est devenu une variable, appelons-la variable d'ajustement, une variable parmi d'autres. Il y a une sorte de mise à plat entre les différents facteurs qui nous permettent d'acquérir du capital. Et l'humain, c'est devenu un facteur parmi d'autres. Un facteur toujours moins important, finalement, parce que les machines, devenant toujours plus prépondérantes dans le système de production du capital, l'humain, finalement, finit même, je dirais, à contrario, par être perçu comme le grain de sable qui fait que le système pourrait dysfonctionner. Para melhor compreendermos o que nos espera, temos de atravessar o Atlântico. Ladies and gentlemen, welcome to Pittsburgh, where it is currently 2:30 p.m. Ao favorecer o digital, passamos de uma economia para outra, aqui em Pittsburgh, antiga capital americana da indústria do aço. Em finais da década de 80, Pittsburgh recompôs-se, investindo maciçamente em tecnologias avançadas. A sua Universidade de Carnegie Mellon tornou-se um dos mais avançados centros de investigação no campo da inteligência artificial e da robótica. O pioneiro da robótica em Carnegie Mellon é William Whittaker. Há 40 anos que é a memória viva desta universidade. E foi dos primeiros a compreender que a sua investigação no campo das máquinas autónomas podia atrair inúmeros investidores. This is the heart of our basic research and the birthplace of hundreds of robots over many, many years, creating the very first laser scanner, the first of the two-axis scanners, and many of the sensors that are common to robots today. Some of the great developments are joint with partners, developing construction machines and mining machines with Caterpillar, developing the great farming machines with John Deere. Even the basic research just at this one institute, integrated over the years, far exceeds $1 billion. Money is one of the engines that drives robotics. This award is for winning the great autonomous car race and also getting the $2 million check. Boss is on its way. You look in there, you see no driver. That's always kind of disconcerting and thrilling. Picture perfect, from what I can tell, picture perfect. And the real prize comes after, when the technology impacts the world, is refined, is infused into the kind of car industry that we are seeing today. It changes transportation forever. Esta é uma das invenções dos investigadores de Carnegie Mellon, um dos primeiros automóveis completamente automatizados, desenvolvido em parceria com a General Motors. Esta versão experimental já percorre as ruas de Pittsburgh e a sua comercialização aguarda apenas a aprovação legal. Nas asas do mercado automóvel global, já deflagrou uma guerra comercial. So when vehicles are able to drive themselves, it will truly represent a revolution. Silicon Valley, high-tech companies like to disrupt existing industries. So companies like Google and Uber and maybe Apple are looking to enter the space and take over this very large, lucrative market segment. And the car makers are not going to lose the space without a fight. There is significant money at stake. This market expectations are that this will actually be 250 billion US dollars per year kind of a market 20-25 years down the road. If these vehicles are able to drive themselves, a question becomes what happens to the human drivers? Will they lose their jobs or not? So those are very interesting economic questions.
O discreto símbolo que se multiplica nos para-brisas de todo o mundo é o da Uber, a primeira aplicação a pôr condutores em contacto com os clientes. Há menos de 10 anos, a Uber inventou um novo modelo inteiramente digital. Mas isso foi apenas o começo. Desde o verão de 2016, começaram a surgir nas ruas de Pittsburgh estranhos veículos cobertos de sensores. Foi aqui que a Uber optou por experimentar os seus automóveis sem condutor. Ao volante, engenheiros ainda agem como monitores, mas atrás, os passageiros já pagam as corridas. O ponto de ruptura poderá vir a causar instabilidade no setor dos táxis em todo o mundo. Outras mãos poderão em breve ter de largar definitivamente o volante. As mãos dos camionistas. Na primavera de 2016, várias colunas de caminhões autónomos convergiram para o porto de Roterdão, na Holanda, depois de discretamente percorrerem centenas de quilómetros sem condutor. Até no coração da primeira economia mundial cresce a preocupação. I love working. That's one of the things that bring me to this country. Uber's my part-time, and I work full-time as a truck driver. I feel like that I need to work like more than one job just to secure the security of my family. One of the first jobs I held in this country was a factory work, but the automated machines is already hurting us, the hard-working people. So I became a truck driver, but I'm scared because when I heard all these automated trucks that they've been testing around, especially here in the United States, of course, I'm scared. The self-driving car is around there. Uber is already testing it, so it's gonna bring it around pretty soon. So they're not gonna need me anymore. The other way, arrow face up. Thank you, sir. Machines everywhere. That, sir, that man right there, he's probably gonna lose his job anytime soon, too. It's becoming a disease, and I don't know what to do. I wish the world leaders one day, they do something about it to stop it. Now, before it gets too late. Ao impor-se em toda a parte, a tecnologia digital provoca danos sociais. Aqui em Pittsburgh existe uma sensação de desconforto entre os que não conseguem manter-se a par da aceleração do progresso tecnológico. This is a blue-collar town, and there's just a big clash right now. You know, do you think Google will hire you? This is what's going on in Pittsburgh, is that Bill Peduto is trying to bring in the tech-savvy people and drive out the blue-collar workers, the poor people, and so forth. The future can be very anxiety-ridden and very unsure for people that, you know, are not where my daughter's at, so I'm really anxiety. Yeah. There are a lot of people in this country like me being left behind, especially in the smaller towns and rural areas and inner cities where, you know, educational opportunities aren't that great. So, you know, they have to rely on, you know, skills, low level pay. Perfect. There's so many benefits that we could get from artificial intelligence, but there's so many ways that we could screw it up if we're foolish about how we do it. We could all start doing 3.5-day working weeks and let automation take care of the rest of it. Or the other way we could approach this is to fire half the people who are actually, their previous skills are no longer valued by society. And so there's a lot of uncertainty and unhappiness about that.
And it's possible this could get vastly worse if we imagine a world where 5% of the technology elite, which, by the way, will include all the people who studied computer science at CMU, that 5% gets immensely wealthy through automating everything, but 95% of the world's population gets left behind. That would be a disaster. A enorme vaga tecnológica poderá acabar com milhões de empregos em todos os setores. Em todo o mundo cresce o número de denunciantes. I'm the former president of America's largest union, SEIU, the Service Employees Union. Now, more and more reputable research, the McKinsey Global Institute, the Boston Consulting Group, 3 Nobel Prize winners, the World Bank, the ILO, are all predicting that a tsunami, a disruption of unprecedented proportions is going to happen to the labor market in the next 10 to 20 years, and that people are completely unprepared for it. McKinsey says that 45% of all the tasks that are done today can be eliminated. 10% more if artificial intelligence is deployed. The Oxford University says 47% of all jobs because of the introduction of software and automation and robotics. And the best example in the United States is driverless trucks. The largest job in 29 of the American states is truck driver. There are 3.5 million truck drivers and 5 million people who support them. And yet we now have seen in Europe a driverless truck go from one end of the continent to the other. We've seen a Budweiser delivery truck now go 100 miles in the United States. And so all of a sudden, the largest job in 29 states, 8.5 million people, is at jeopardy in the next decade. That is a major disruption in the job market, not to mention accountants and lawyers and anesthesiologists and translators. So we're beginning to see this as a massive expansion of technology into areas where up to now it's mostly been a blue-collar consideration, and now the war has come to the white-collar workers as well. Entramos num capitalismo novo que se serve de operações algorítmicas em todos os domínios. No setor dos serviços, o futuro pertence aos assistentes virtuais, quase com rosto humano, mas com inteligência artificial. Hello, Ergen Ikichi. Hi, Amelia. Is 17th State Street your address? Yes, it is. What's the apartment number? Good question. Let's see, the apartment number is 2503. What is the style of your house? Let's say now it's a condo. Amelia, I dislike your voice. Sorry to hear that. So what makes Amelia special? We look at 3 key tenets. Those tenets are, 1, the ability to understand what you meant, not just memorize the words that you use. Through that understanding, we then look for a machine that can learn through human interaction. When we talk about cognitive, we're talking about machines that understand semantics. In layman's terms, that means a machine that understands you. Amelia understands when customers are happy or angry. Sorry to hear that. She tracks the customer's emotions in a 3D emotional space during every dialogue and adapts her responses and gestures accordingly. This allows her to deliver personalized service to each individual customer across a range of roles and, for example, has been trained to manage invoicing queries from suppliers for a global oil and gas company. Best of all, Amelia is always available. She holds thousands of conversations in parallel and stays friendly and professional every day of the year, whatever time of day or night you need to contact her. And this you're looking at is only Amelia version 2. Thank you. You'll find yourself talking to probably cognitive agents and not even realizing it. You'd be surprised how
motivated we found the insurance industry is for leveraging a cognitive agent to be a trusted advisor for their customers. In the banking industry, Amelia is actually being trained as a wealth manager for a Swiss bank. There's a lot less appetite in these big financial companies for human mistakes, right? They need the best behavior. They need adhering to regulations, compliance, because we know what the potential impact of misbehavior in those organizations are. Let's also say, very frankly, they are driven by the fact that it's unavoidable. It's coming. Technology, automation, intelligence is coming. It's like saying the Industrial Revolution is not going to happen. Of course it's going to happen. This is our human nature. We always advance. It's still the beginning of the journey, mind you, but the journey has at least started. Imagine it was 7 of us sitting in a loft space in Soho when we started. And from there to today, we're maybe 3,000 employees now. We're in 10, 15 countries. We've been growing quite healthy. Este novo capitalismo digital estende a sua influência com o apoio dos grandes bancos. Capital e trabalho viveram casados durante muito tempo. Agora divorciaram-se. Até na bolsa de Wall Street, os corretores quase desapareceram. 90% das transações fazem-se agora em alta frequência, por via de algoritmos sem intervenção humana. Para melhor compreender o mundo da destruição maciça de empregos de colarinho branco, voltamos à Suíça, dos bastiões da finança global. The technological changes have to be seen in the context of a neoliberal economic strategy to shift the outcomes in terms of income increasingly towards rentiers, the possession of property, possession of assets. And much of it is based in this city of Geneva, because the World Intellectual Property Organization, WIPO, is based in Geneva. When I first came here, it hardly existed. It was a tiny organization that people laughed at. Today, you will see the biggest conference center in the center of Geneva is WIPO. And what this symbolizes is that increasingly they have constructed a system whereby more and more of the income that is being generated is going to patent holders, is going to copyright holders, is going to the holders of brands, all registered with WIPO, that guarantees them a monopoly income flow for years and years. And meanwhile, if you're relying on your labor, you are finding your wages are falling. And therefore the system is fundamentally corrupted. And technology is only part of what's taking place. It's a very important part, but it's not the engine that's creating this dystopia we're facing. Hoje, com uma boa ideia e a capacidade tecnológica a respaldá-la, uma pessoa pode enriquecer depressa. Este novo Eldorado atrai a geração mais nova, que acorreu em massa à School 42 para tentar o duplo desafio de criar uma nova empresa num fim de semana e lançar novas aplicações destinadas a consumidores da cultura dominante. Ça fait une image juste pour... Tu peux faire juste le bloc et c'est plus court aussi, c'est bien aussi. Vous travaillez sur quelle idée, vous? News for You. L'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire ressortir et d'organiser les articles de blog, de presse, etc. en fonction de vos goûts à vous, dans un ordre... Plus l'utilisateur va utiliser l'application, plus on aura d'informations sur son comportement, et donc plus les articles proposés seront pertinents par rapport à ce qui l'intéresse. Pour créer une entreprise à forte croissance, en moyenne, il faut 15 000 € d'investissement, seulement. Donc aujourd'hui, avec un peu de temps, avec un ordinateur, avec une passion et avec ces outils, on peut changer beaucoup de choses. Donc, début du XXe siècle, si vous vouliez créer, je ne sais pas, par exemple, une société de locomotives, il vous fallait des énormes buildings, des milliers de personnes, faire des rails. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire avec une équipe de 3 personnes. Prenez un exemple, WhatsApp a une équipe de 50 personnes et il gère plus d'1 milliard d'utilisateurs.
Et en plus, vous pouvez être assis au milieu de nulle part. Tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez vendre tout ce que vous faites dans le monde entier. Donc on est vraiment dans une période excitante, une période unique de notre histoire. Para se manter na corrida, uma pessoa não pode nunca deixar de adaptar-se. Mas exatamente para fazer o quê? A resposta talvez esteja na Califórnia, a sul de São Francisco. Mais precisamente em Silicon Valley. Este é o centro mundial da revolução digital. Aqui o emprego já é um mercado global controlado por empresas privadas. Les gens continuent à avoir des contrats de travail qui sont des vestiges du début du XXe siècle, alors qu'on est dans un monde qui va beaucoup plus vite, où ce sont pour beaucoup des métiers de la connaissance qui peuvent être faits de n'importe où, et où en fait très souvent l'endroit où se trouvent les demandeurs d'emploi et l'endroit où se trouvent les jobs, les emplois en question, ne sont pas nécessairement alignés. Et donc nous, on connecte des sociétés, essentiellement des PME, avec des freelances à travers le monde. Nous sommes la plus grosse place de marché pour le travail en freelance. Sur la plateforme, vous pouvez trouver des comptables, vous pouvez trouver des juristes, donc un avocat en Allemagne, un avocat en Chine, et tout autre métier qui peut être fait à distance, en fait. Thank you so much. Thank you. Oh, absolutely. Just a moment. Okay. Thank you so much. I'm the virtual receptionist. I am about, let's figure about 2,300 miles from this location. I'm at my home office in Chicago, not in the Upwork headquarters building. And so Faith is currently watching both this office, as well as we have another office in San Francisco. And so from her standpoint, she sees two screens, and she's greeting our visitors on one office or the other, depending on when people show up. Chaque point qui s'allume, c'est une facture. C'est un freelance qui dit « j'ai fini telle partie de la mission, et vous, le client, vous me devez tant ». Et nous, derrière, on prend à peu près 10% des transactions. Sur le site, à n'importe quel moment, il y a à peu près 100 000 jobs qui sont disponibles et il y a à peu près le même nombre de freelances qui sont en train de rechercher une activité. Et ça demande énormément de données. Donc en fait, une grosse partie de notre activité, c'est de la collecte de données, de l'analyse de données et des modèles prédictifs, donc de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire finalement le métier que historiquement un recruteur aurait fait, mais le faire à très très grande échelle et en temps réel. Donc sur notre plateforme se réalise à peu près $1 milliard par an. Pour vous donner une idée, le marché du travail indépendant aux États-Unis, c'est à peu près $1 trillion. Donc on a à peu près 0,1% du marché, ce qui veut dire qu'il y a a priori encore quelques marges de croissance pour nous. Dominar a inteligência artificial tornou-se a principal chave para o êxito entre os gigantes do capitalismo digital. Inteligência artificial com funções sem apoio de recursos humanos, uma vez que se alimenta de dados que todos geramos a cada momento, gratuitamente. Google, Amazon, Facebook e Apple valem só elas mais de $1 trilhão e, no entanto, empregam apenas 150 mil pessoas em todo o mundo. If you look at 4 of the most prominent companies in our country, you understand how much the economy's changed. So Facebook is the largest media company in the United States. It produces no content. Airbnb is the largest hotel company. It has no rooms. Uber is the largest transportation company. It owns no cars. And Alibaba and Amazon are the largest retailers in the world. They have no stores. São Francisco atrai os melhores cérebros do mundo digital. Vêm cá para ganhar fortunas porque salários e opções de compra de ações atingem montantes que rebentam com as escalas. Giorgio Rennie mudou-se para cá com o cofundador da Scality, recém-fundada empresa francesa de armazenamento maciço de dados digitais. C'est ici que je viens souvent, entre midi et 2, et ça permet d'avoir un petit moment de calme au milieu de toutes les interruptions, email, téléphone, SMS, qu'on a en permanence au travail. Donc Scality, nous sommes une équipe d'environ 35 personnes à San Francisco, au 25e étage, Embarcadero Center. Donc mon job aujourd'hui, ça consiste à permettre de stocker une quantité infinie de données. Et c'est la clé dans les algorithmes d'intelligence aujourd'hui. Les algorithmes
ne sont pas forcément différents de ceux qui étaient utilisés avant, mais la façon de les connecter entre eux, la façon d'entraîner ces intelligences artificielles s'accélère et tout le monde s'en sert. Quand il fallait 10 ans pour faire une invention il y a 5 ans, maintenant il n'en faut plus qu'1 an et ça s'accélère de plus en plus. Et au final, on se pose beaucoup de questions à quoi va ressembler la société dans 10 ans quand 40 ou 50% des jobs d'aujourd'hui seront remplacés par des ordinateurs. Je pense que personne n'a les chiffres exacts et la réalité, c'est que c'est ça qui fait peur. Est-ce que c'est 10% des jobs qui seront remplacés dans 5 ans? Est-ce que c'est 40% dans 10 ans? Personne n'a la réponse à ça. Et surtout, la problématique d'être dans une croissance exponentielle, c'est qu'on ne sait pas à quel point on est dans la courbe de l'exponentielle. Donc ça peut être dans 5 ans, comme ça peut être dans 100 ans. Personne ne peut le prédire. Et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle c'est vraiment excitant, c'est que c'est vraiment un territoire inconnu. L'autopilote, la première fois que je l'ai activé, ça m'a fait peur parce que je voyais la voiture accélérer et je ne pouvais pas vraiment doser en fait. Et la voiture était partie toute seule. Donc, la version 1.0 n'est pas capable de doubler d'elle-même, elle ne peut pas prendre la décision. Mais si je lui demande de doubler, et c'est la voiture, je touche à rien, qui change de voie. Et voilà. Donc j'avoue qu'au début, on regarde beaucoup l'écran pour savoir si la voiture voit bien ce qui se passe autour de soi. Après, c'est un confort qu'on s'habitue très vite en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué quand je suis arrivé aux États-Unis et c'est vrai qu'on s'habitue et c'est assez triste. Donc c'est clair qu'en ce moment, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je pense que c'est pas une fatalité et si on arrive à réussir dans le travail, la prochaine question pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à partager ce succès. Despite what you hear about the tech economy and how, workers are doing really great, engineers are earning, tons of money, IPOs are creating billionaires all over the place, 1 out of 3 families who live in this region doesn't earn enough to survive. Rents are getting so outstripped by wages that families are so unstable and then they can't find a unit or they're getting kicked out of a unit. And it's really, it's pushing people into cars, into the streets. You all set, sir? Hey, I can help you over here. Can I help you over here? How you doing? Good, how are you? Good, thank you. $62, what happened? $18? It's $66.85. $66.85. Yes, sir. 66. One piece of bread. One of these, that costs $66. I know. These 4 items, yeah. $27.45. I just want to see the prices of everything because I think everything is wrong. $50 for soup? That's a Oh, no. There's a special today. It's poverty line prices. Everything is 5 times its normal cost. Excuse me? Everything is 5 times more? A instabilidade de emprego afeta uma crescente parte da classe média. Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 47 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza. Isto é, uma pessoa em cada 6. I think our biggest challenge is not to misrecognize technological change as requiring inequality,
as requiring putting people down. It doesn't require that. We can negotiate those things. That may mean that we have to regulate companies that don't want to be regulated. We might have to share profits that don't want to be shared. We might have to involve kinds of people in our discussions who we don't normally talk to. But that's part of governing. That's part of public life. And that's what we have to defend is public life. E se, afinal, isto fosse uma oportunidade para se inventar um novo mundo? Bonjour Raphaël Liogier. Bonjour. Votre dernier ouvrage qui vient tout juste de paraître s'intitule « Sans emploi ». Les robots vont nous permettre d'être dérobotisés et d'être plus créatifs. C'est ce que vous écrivez. Exactement, c'est-à-dire que la richesse, c'est la richesse qu'on produit. Et l'emploi, ça nous sert à produire de la richesse. C'est pas elle, la richesse, c'est pas l'emploi, la richesse. Si on n'accompagne pas cette grande transformation, effectivement, ça peut mal se passer. Et pour l'instant, c'est en train de mal se passer. Mais si on l'accompagne, ça veut dire qu'on va passer du mythe du plein emploi, du mythe inatteignable du plein emploi, à la pleine activité, qui là n'est pas un mythe. Est-ce qu'au final, vous pensez que la robotisation peut finalement nous libérer de l'esclavage du travail? Oui, parce que tout ce qui est automatique et même ce qui pourrait être fait par un robot, eh bien, ne pourra plus être fait par l'humain, mais l'humain va faire autre chose. Il va faire des choix qui sont des choix créatifs. Et ça, les robots ne peuvent pas le faire. Moi, je pense que c'est très très bien qu'il y ait des robots dans les usines, à condition que l'on développe des moyens d'investissement très importants qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens. Et pour produire de nouvelles formes d'activités, qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui ne sont plus simplement des activités de production, mais qui sont des activités sociales. La vraie question, c'est de repenser la totalité de la production industrielle selon un nouveau modèle, et qui est un modèle de partage du savoir. Et du coup, des ressources, qui évidemment reposent sur, par exemple, l'allocation de ressources universelles pour tout le monde, la redistribution des gains de l'automatisation pour que les gens puissent développer des savoirs et que ces formes de savoir nouvelles produisent de nouvelles formes de société et que ces nouvelles formes de société produisent de nouvelles formes de soutenabilité, de durabilité. Alexis Lecoin era engenheiro. Após esgotamento cerebral, largou o emprego e criou espetáculo ambulante que já se debruçava sobre estas questões, muito antes de elas se tornarem tema de interesse no discurso político. Trovador de novo género, pugna pela criação de rendimento básico garantido, isto é, montante entregue regularmente a todos, considerado direito civil, quer uma pessoa trabalhe, quer não. J'ai 34 ans et je suis retraité. Et je présente ma conférence gesticulée, travail libre, revenus de base et autres révolutions. Et même si dans les statistiques officielles, je suis en dessous du seuil d'extrême pauvreté, moi je me considère, même si j'ai pas beaucoup de monnaie, comme extrêmement riche d'un tas de choses. Pour moi, c'est une excuse, les revenus de base. C'est une porte d'entrée pour parler de comment vivre ensemble, pour parler de nos rêves, pour parler de nos colères et pour créer des choses ensemble qui nous donnent de la force, quoi. Si l'idée, c'est de faire des revenus de base et des choses comme ça pour avoir la paix sociale et qu'on continue à avoir des esclaves mais qui ferment leur gueule, ben, ces revenus de base, évidemment, ne m'intéressent pas du tout. C'est mes adversaires politiques. Ah, travail. Qu'est-ce que c'est le travail ? On produit quelque chose. On produit quelque chose, donc c'est un travail, ok, il y a une production. C'est fatigant. Le travail, c'est fatigant, ok. Est-ce que là, devant vous, je suis en train de travailler ? Oui, non, rire. Est-ce que tu es payé ? Est-ce que je suis payé ? Oui, il y a une participation consciente, je crois, à la fin. Donc oui. Le travail, c'est tout effort conscient réalisé dans le but de produire quelque chose, comme par exemple une conche gesticulée ou des poireaux, dans le but d'apprendre quelque chose, comme par exemple en allant à l'école, ou dans le but de rendre service à quelqu'un, comme par exemple en faisant la cuisine pour sa famille. Donc vous voyez que j'ai une définition très large du travail. Le travail, c'est ce truc immense dont nous ne manquerons jamais. Du travail, nous en avons toutes et tous, et nous sommes toutes et tous en train de travailler ici et maintenant. Et à l'intérieur de cette immense bulle, il y a une toute petite bulle, tout à fait différente, qui s'appelle l'emploi. Et l'emploi, c'est pas le travail, et le travail, c'est pas l'emploi.
Le revenu de base, ça doit nous permettre de réellement faire de vrais choix de vie. Par exemple, de vie en dehors de l'emploi. La deuxième chose, c'est l'égalité. Les inégalités, ça amène la violence. Donc si on veut un monde de paix, il faut réduire les inégalités. Il faut donc aller vers l'égalité. If we had a basic income, you would see a tilting away from labor in jobs to spending more time on care work, on voluntary work, on community work, on the work of developing our capabilities, and a sense of greater control over our time so that people in the precariat won't have to spend 60 hours a week to get just a meager income, which is what the case is today. So for me, it's a very ironic situation that we have on one side people saying that the robots are going to displace millions of people, and on the other side, people criticizing a basic income saying it would lead to people doing less labor. Well, if we've got less labor, then that's surely a good thing. If you ask people, do you want to improve your life? And if you had a basic income, would you stop working? They would say yes to the first question and no to the second question. In other words, we in general, 98% of people want to improve our lives, and having a basic income would not stop that human motivation. No setor político, o tema está agora a ser considerado com seriedade. Desde o começo de 2017 que o rendimento básico está a ser experimentado na Europa, nomeadamente na Finlândia e nos Países Baixos. Compromise 1 in favor. O que está hoje em jogo no Parlamento Europeu é a adoção de uma resolução relativamente à robótica para se estabelecer um limite à vaga digital. Adopted. Je persiste à penser que la technologie doit être au service des humains, et quand je dis les humains, ce ne sont pas seulement 1% de la population. Les gens acceptent que ça aille mal s'ils ont au moins la perspective que pour leurs enfants, ça ira mieux. Mais si on enlève aussi cette perspective, alors moi j'ai peur qu'on soit près d'une... Enfin, je ne veux pas dramatiser, mais quand même, de révolte et de révolution. Il faut s'occuper de ces questions et ne pas dire on va continuer comme jusqu'ici. Na tentativa de ajudar a reduzir e consolidar tal fratura, Jérôme Chouin resolveu fundar uma Universidade do Povo, dedicada a tudo o que é digital. É aberta a todos. J'ai fait des petits exercices pour qu'on puisse s'entraîner. Est-ce que ça vous dit quelque chose, glisser-déposer? En laissant appuyer, on va bouger et lâcher dans cette zone-là. Tu sais où est le verrouillage et le majuscule momentané? Non. Je démissionne. Globalement, sur la population, il y a une culture qui n'est pas là. Et comme moi, ma conviction, c'est que c'est certainement pas, ça viendra certainement pas d'en haut. Je pense qu'il faut que ça vienne d'en bas, quoi. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Et aussi petit que soit ce qu'on est en train de faire, on fait quelque chose, quoi. On y va sans prétention, mais on y va. Voilà, c'est ça l'idée. Une machine, c'est donc quelque chose qui obéit à nos ordres. Et le clavier et la souris, c'est donc des périphériques qui nous permettent de, justement, pouvoir passer ces commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum ou par mail. Hein. Oui. C'est un navigateur. Pour moi, un citoyen qui ne sait pas lire, c'est un citoyen de seconde zone. C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de libre. Pour moi, libérer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en possession de ses moyens dans une société qui a certains usages. Le numérique, si on parle purement de l'outil technologique, il est ultra puissant. Et c'est vrai que je ne vois pas comment il ne pourrait pas s'imposer toujours plus. Mais justement, il est d'autant plus important de bien le connaître et puis de s'asseoir tous ensemble et de dire on va s'en servir, pourquoi? C'est l'objectif qui compte. Pour moi, c'est du travail au sens où ça participe de l'amélioration du commun, de l'intérêt général. Donc, dans ma vision des choses, tout à fait personnelle, c'est du travail, oui. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas rémunéré, mais il me semble que pour la société, c'est du travail. On produit de la valeur, pas forcément monétaire, pas forcément financière, mais on fait avancer la société, donc on participe à un projet global qui fait qu'il me semble que c'est utile. Et c'est pas mal d'être utile.
Le revenu de base me semble beaucoup moins utopique que la folie de parler encore de plein emploi aujourd'hui dans les sociétés occidentales, où même les cols blancs auront bientôt bien du souci à se faire, manifestement. Não é do interesse de todos partilhar equitativamente a riqueza produzida pelas máquinas? Esta é, sem dúvida, a interrogação essencial que hoje se nos depara.